Livy, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marc, j'ai 27 ans et j'habite à côté de Lyon. J'ai consulté un médecin sur Livy vendredi dernier vers 20h car j'avais des frissons, des courbatures et des maux de tête. À cette heure-ci, le cabinet auquel je me rends habituellement est pas ouvert, donc j'ai essayé Livy. Il s'agit de téléconsultation médicale directement sur son téléphone. J'ai attendu moins de 10 minutes et j'ai été agréablement surpris par la disponibilité et l'écoute du médecin. À la fin de la consultation, j'ai reçu une ordonnance avec le bon traitement et en quelques jours ça allait mieux. Merci Livy. Livy, un médecin en quelques minutes. Vous aimez les podcasts ? Check. Vous aimez comprendre comment l'innovation modèle notre futur ? Ouais. Eh ben, c'est exactement pour ça que Ford, qui est le sponsor de cet épisode, m'a demandé de vous parler, à vous, de Dare to Create. Dare to Create, c'est un podcast qui est en série limitée et produit par Ford, qui traite du futur de la course automobile et de la manière dont la technologie impacte et transforme l'évolution de cette discipline. Et dans ce domaine, on touche vraiment au cœur de l'innovation. On va de la conception des voitures jusqu'au cerveau des pilotes. Le podcast s'appelle Dare to Create et je remercie Ford de me faire confiance pour vous en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et aujourd'hui, on a des choses importantes dont il faut parler, comme par exemple des prévisions de ce qui va se passer dans la conférence d'Apple de tout à l'heure, dont vous aurez déjà les résultats et dont vous pourrez savoir si on a été complètement à côté de la plaque ou pas. Si vous parlez des GAFA qui sont au banc des accusés au Parlement américain, est-ce qu'il y a un banc des accusés au Parlement ? Eh ben, c'est ce qu'on va vous dire. En tout cas, on les scrute avec attention. Il y a aussi un petit retour que je vais faire sur les réactions de la communauté à l'épisode précédent. Il y a eu quelques réactions, là encore, un petit peu intéressantes sur l'affaire Marvel Fitness et la 5G. Je vais faire quelques explications détails et puis plein d'autres choses, des algorithmes de texte de deep learning complètement fous, Facebook qui a changé d'attitude sur les posts qui nient la Shoah et ce genre de choses. Tout plein de sujets intéressants. Et pour m'aider à décortiquer tout ça, j'ai... d'une part, moi, je suis Patrick Béja, je m'aide à décortiquer tout ça, très heureux d'être là pour vous. Et j'ai, comme toutes les quelques semaines, Cédric Ingrand, assis à côté de moi, virtuellement. Comment ça va, Cédric ? Virtuellement, parce qu'il fait quand même encore un tout petit peu plus chaud chez nous que chez toi. Hein. On va se dire les choses. À peine. Toi qui es à peu près dans le Grand Nord. Et c'est toujours un plaisir. Tu es ma petite récréation, une fois par mois, le mardi à midi. Cool. Je suis heureux que tu considères ça comme une récréation et pas comme une corvée. Donc, je dois faire les choses bien. Jamais. Le rire malicieux que vous avez entendu à côté, c'est celui de Siegfried, alias Captain Web, qui a promis de bien se tenir, comme à chaque fois qu'il est venu dans le Rendez-vous Tech, et ça faisait trop longtemps, il nous a manqué. Comment ça va, Siegfried ? Hello. Écoute, ça va très très bien. Je suis très content de venir, surtout que j'ai vu qu'il y avait des histoires de pénis enfermés. Je me suis dit, tiens, il faut à tout prix que je passe pour parler. Écoute, c'est un sujet que j'ai choisi spécialement pour toi, Siegfried, qui datait de la semaine dernière, qu'on n'a pas traité la semaine dernière, mais on va le laisser quand même. On va le laisser quand même pour la fin de l'épisode. Et c'est un sujet tech. C'est c'est très technologique, effectivement. Complètement. Ma spécialité. On va quand même parler de trucs encore plus tech, comme les nouveaux iPhones qui vont être annoncés tout à l'heure. Avant ça, je vais quand même faire un immense merci à ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Et aujourd'hui, spécifiquement, Dimitri Landel, Azreal, Barcelona Jack, Travis Kramer, Vincent G, Rémi Bancourt, Renette Olivier, Sébastien, Guillaume Plagne, Laurent W. et les producteurs que je remercie chaque mois, Oshova, Rémi X et Olivier Bromberg. Merci à vous tous de produire et de rendre possible cette émission en soutenant l'émission sur Patreon. Merci à vous tous. Alors, les iPhones, effectivement, vont être annoncés dans quelques heures. Comme je le teasais tout à l'heure, ça va être a priori
quand vous aurez quand vous écouterez cette émission, je pense que ça sera déjà le cas. Et donc, ce qu'on va faire, ça sera déjà trop tard, j'en perds mes mots. Ce qu'on va faire, c'est que, comme à chaque fois que ça se passe comme ça, parfois les conférences importantes sont en fin de semaine ou le lundi, ça passe. Quand c'est le mardi, c'est compliqué. Mais donc, on va faire l'estimation de ce qui va être annoncé. Et puis, on va faire nos prévisions. Surtout avec Cédric, parce que Siegfried, c'est pas trop son truc Apple, et on va voir du coup... Non mais je vais vous écouter avec attention. C'est ça. De toute façon, maintenant, ça fait des années qu'on sait à l'avance tout ce qui se passe dans les conférences, non ? C'est un peu ça, oui, donc on n'est pas... Toujours. On a toujours l'espoir de la surprise, on a toujours l'espoir du truc qui va nous faire. Le one more thing. On l'avait pas vu venir. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, on est en fait surtout surpris, mais avec retard. C'est-à-dire qu'on voit des choses sortir comme, tu vois, les AirPods, ce genre de choses. On dit, oh, ils font des écouteurs sans fil, c'est chouette. Bon, après, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un truc massif, mais c'est vrai que c'est rare que sur le moment, on soit cloué par un truc qu'on découvre et qu'on n'a pas du tout vu venir. Le vrai one more thing, ça fait quand même longtemps qu'on en a pas vu. Bah alors justement, moi je serai, si vous écoutez avant ce soir, mardi soir, bah, vous pouvez suivre la conférence avec moi, je serai sur la chaîne Twitch, twitch.tv/NotePatrick pour couvrir l'événement. Enfin, c'est simplement moi qui me moque gentiment de Tim Cook, hein, c'est ça généralement qui se passe, mais vous pourrez suivre ça avec moi à 7h, heure de Paris, donc pour ceux qui regardent l'enregistrement, il le fait très bien Tim Cook, pour ceux qui suivent l'enregistrement de cet épisode sur la même chaîne Twitch, et ben vous savez. Mais en attendant, et vous pouvez aller voir le replay si ça vous dit, hein, si vous voulez suivre la conférence avec mes commentaires ironiques, vous pouvez faire ça aussi. Mais en gros, ce qu'on attend, c'est l'iPhone 12, bien sûr. Il y aurait 4 modèles qui seraient annoncés, donc d'un mini à un Pro Max, donc 4, on va dire, modèles différents avec un tout petit qui serait nouveau et puis les plus traditionnels. Au niveau du son, il y aurait un petit HomePod et des écouteurs classiques qui ne seraient pas des AirPods, mais des écouteurs over the ear qui seraient sans fil. Les AirTags et les Mac en silicone, a priori, c'est peu probable. Les AirTags peut-être un petit peu plus. Les Mac en silicone Apple, ça veut dire avec des processeurs Apple, ça serait plutôt pour le mois de novembre. Une petite surprise potentiellement avec une Apple TV très puissante et des investissements d'Apple qui seraient dans le gaming encore plus qu'auparavant, avec donc une Apple TV qui pourrait concurrencer certaines consoles de salon et des investissements dans les jeux. Ils auraient aussi une manette maison, etc. Donc qui se mettrait dans le jeu sérieusement avec l'Apple TV qui ferait aussi office de console. Peut-être une date pour l'iPad Air 4. Donc, comme je disais, je pose pas vraiment la question à Siegfried, mais Cédric, si tu as une prédiction à faire, à te mouiller pour que les gens rigolent bien quand ils nous écoutent après que la conférence ait déjà eu lieu. C'est complètement planté. Ils seront tous 5G. Ça, c'est logique. Mais ça, oui. Attends, excuse-moi. Souvenez-vous, le premier iPhone, il était 2G, hein, donc on va se calmer tout de suite. Ils n'ont jamais eu peur d'avoir un petit coup de retard en termes de normes. Parce qu'en plus, ça te laisse un peu encore de marge de progression pour le modèle d'après. Mais là, c'est vrai que le timing fait qu'il y a plein de pays où c'est déjà lancé. Et là où c'est pas lancé, ça y est, c'est en cours. Donc, je pense que le timing est bon. En tout cas, ils peuvent pas attendre un an. Et puis, il y a tout ce qu'on sait sur ce sur quoi ils ont travaillé, sur les puces 5G, entre autres. Après, je pense que tu as tout dit. Le petit HomePod, hein, ça, c'est un truc qu'on va regarder de près parce qu'on sait que ils font beaucoup d'espoir dessus et que jusque-là, si le premier HomePod, le premier du nom était une réussite technique, c'était pas un carton commercial. Enfin, tu vois, ça a pas délogé tous les fabricants de consoles. En gros, il a fallu que là, ils sortent quand même tous les concurrents des Apple Store pour arriver à booster ça et puis à laisser de la place aux petits nouveaux. Les écouteurs over-the-ear, on attend ça parce qu'évidemment, AirPods ils ont Studio, de l'autre côté AirPods Studio intéressant. Ce qu'on voit jusque-là, ce ne sont que des rumeurs, mais ce qu'on voit sur les prix fait un peu frémir. Mais c'est normal. Maintenant, on va attendre la bonne nouvelle de c'est donc pour ça que oui. Donc en fait, non, le prix s'oublie, la qualité reste. Et puis voilà, je suis d'accord avec toi sur le fait que les nouveaux Mac avec de l'Apple Silicon à l'intérieur, c'est beaucoup, si tu veux. Il y a beaucoup à dire dessus, à la fois pour rassurer l'utilisateur. Enfin, tu vois, le type qui va aller dans un Apple Store la semaine prochaine, il faut quand même lui expliquer pourquoi tout ça change et est-ce que c'est grave pour lui. Et puis pour les développeurs aussi, même si ce travail-là a déjà un peu été fait. Donc c'est
pas pour tout de suite, et ça vaut, à mon avis, clairement, et je crois que Tim sera d'accord, un événement séparé. Et puis de toute façon, Apple ne se refuse jamais une fenêtre de communication. C'est-à-dire d'ordinaire, ils essaient d'éviter. Bien, oui. Voilà, ils essaient d'éviter l'empilement de choses dans le même événement parce que tout à coup, tu dénatures le message. Et dénaturer le message, chez Apple, on déteste ça. Donc, on sait qu'évidemment, c'est un événement iPhone. Il y a beaucoup de choses à dire dessus parce qu'en plus, pour la première fois depuis quelques années, le design extérieur du téléphone va changer. On va revenir à des choses qui nous rappellent un peu l'iPhone 5, tout ça. Non, après, je pense j'ai une prédiction. Et ok, c'est celle-là que j'attendais. Non mais celle-là, tu vas voir, elle pisse pas loin, comme dirait l'autre. C'est que these are the best iPhones ever made. Techniquement, c'est toujours vrai. Hein. C'est toujours vrai. C'est toujours les meilleurs iPhones qu'ils aient fait. Donc bon, d'accord, très bien. Et pourtant, je te promets que quelqu'un va le dire. moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi autant la forme que le fond, parce qu'évidemment, maintenant qu'on fait plus des keynotes présentielles, c'est amusant parce que quand je reçois les invitations, à chaque fois, tu vois, normalement il y a marqué "Please join us at Apple Park", et maintenant c'est "from Apple Park", et ça change tout. Disons-le. Bon, écoute, il y a un point de vue purement pratique. Pardon ? Ça se passe comment d'un point de vue purement pratique ? C'est uniquement du live rediffusé, c'est ça ? Il y a pas de public, évidemment. C'est même pas du live, en fait. On l'a vu sur la dernière. C'est du préenregistré, mais en fait, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire qu'évidemment, après le début de la pandémie, alors Apple tant que les autres, faisons pas tout l'épisode sur Apple, hein, parce que non, mais juste alors là parce que ça s'applique à tout le monde en plus. Ouais. C'est que ils ont commencé tous par essayer de faire des keynotes filmées en direct devant une salle vide, et puis tout le monde s'est aperçu qu'en fait le format était pas, enfin tu vois, c'est pas très satisfaisant. Du coup, ils se sont mis à faire des choses totalement différentes, c'est-à-dire Tim est dans un coin d'Apple Park, etc. Il passe la main à un autre, tout ça est enregistré, on n'essaie pas de faire du faux direct, et ça a une vertu pour moi qui est immense, parce que c'est quand même mon fond de commerce, c'est mon travail de suivre ces trucs-là, c'est que tout à coup tu gagnes un temps fou. La dernière keynote Google, elle a été ramassée, c'est-à-dire que tout à coup, en moins de 90 minutes, ça y est, on t'a sorti ce qu'on t'aurait sorti en 3 heures auparavant, et pareil pour Apple et pareil pour les autres, et c'est quand même une super bonne nouvelle. Et en plus, c'est encore plus joli et mieux produit à regarder. Donc, nous qui regardions ça depuis notre canapé de toute façon, on est bien contents. J'ajoute 2 choses sur les possibles annonces. D'une part, le retour du MagSafe qui a été prédit par certains. C'est le connecteur du chargeur qui serait en magnétique, donc plus besoin de le rentrer dans la prise, ou peut-être qu'on pourrait avoir les deux possibilités, mais un connecteur magnétique, ça serait très cool. Le MagSafe, c'était vraiment une innovation matérielle intéressante de chez Apple, elle était sur les Mac à l'époque, les Mac portables. Et puis, le AirTag, évidemment, offre des possibilités intéressantes pour suivre ces objets à la trace, pas en GPS, mais avec le réseau d'Apple. Et puis, l'Apple TV Gaming, c'est vraiment super intéressant, mais peut-être pas pour la tech, plutôt pour l'aspect gaming, qui, moi, m'intrigue énormément. Il se passe tellement de choses dans l'univers du gaming ces derniers mois. Si Apple rentre plus sérieusement, parce qu'ils y sont évidemment énormément depuis longtemps, mais s'ils rentrent sur le marché des machines à la maison, les machines de salon, ça serait un truc hyper intéressant, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. À voir, on en parlera certainement la semaine prochaine et dans le rendez-vous jeu. C'est logique pour eux, hein. C'est vraiment étendre le domaine de la lutte d'Apple Arcade jusqu'au salon comme il avait fait jusque-là. Maintenant, évidemment, ça va pas être tout à coup un troisième joueur à côté de la PS5 et de la nouvelle Xbox. Ils se battent pas exactement sur le même terrain. Et au niveau de la production, ils en sont où ? Ils vont réussir à fournir tous les magasins ou... Alors intéressant, effectivement, il est probable, mais là encore, on commence à parler des choses qui seront révélées dans 2 heures, mais dans 6 heures. Mais il est très probable qu'il y ait une disponibilité par étapes, c'est-à-dire que les principaux, peut-être l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro de même taille seraient disponibles tout de suite ou dans les 2 semaines, et puis plus tard, on aurait l'iPhone 12 mini, qui est la version plus petite, et puis encore plus tard, l'iPhone 12 Pro Max, qui est l'encore plus grand. Et ça, c'est un effet de la production, effectivement, qui a été retardé par la pandémie, évidemment. Mais bon, à voir.
L'autre gros sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était cette enquête du Parlement américain sur les GAFA. Et bon, je ne vais pas vous saouler avec tous les détails, hein, rassurez-vous, mais c'est une enquête qui a duré environ 16 mois, qui enquête donc sur les GAFA et sur différents aspects de la puissance qu'ils ont aujourd'hui. Et ça me fait, c'est assez intéressant parce que moi, ça me fait plaisir parce que c'est des trucs dont je parle depuis, je sais pas, peut-être 2 ans. Pour ceux qui écoutent l'émission depuis tout ce temps-là, ça fait, un petit peu plus de 2 ans peut-être que je dis, je sens que le vent tourne aux États-Unis. Il a tourné chez nous depuis un bon moment et aux États-Unis en particulier chez les politiciens, la considération des géants de la tech était évidemment idyllique il y a quelque temps de ça. Et aujourd'hui, il y a depuis 2 ans ou 2 ans et demi, le vent a commencé à tourner. On commençait à le sentir et là, c'est vraiment, je pense, avec les auditions de cette année, une concrétisation de cette tendance qu'on avait sentie dans l'émission. Donc, on ne s'est pas trop planté. Ça, c'est une enquête donc, qui a été lancée il y a 16 mois qui regarde d'une part les questions de monopole et d'anticompétitivité, de pratiques anticompétitives et les pratiques de censure qui intéressent beaucoup plus les conservateurs, les démocrates, les républicains, pardon. Et donc, il y a tout un tas de préoccupations qui ont été énoncées, qui sont celles qu'on a l'habitude d'entendre, hein. Et certains suggèrent qu'il y a trop de pouvoir monopolistique et que le fait de séparer certaines des grandes sociétés en plusieurs sociétés, on peut imaginer évidemment Facebook qui se séparerait de WhatsApp et de Instagram, même s'ils les ont complètement intégrés sans doute en préparation à ça pour faire en sorte que ça soit plus difficile à séparer, au moins en partie. Mais on peut aussi imaginer YouTube et Google, parce que Google est le premier moteur de recherche, YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde. YouTube, il faut savoir que c'est pas un site d'hébergement de vidéos, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un moteur de recherche de vidéos. Et donc, on pourrait imaginer les séparer. Bref, il y a toutes ces discussions qui sont d'actualité d'autant plus aujourd'hui avec cette enquête. Je vais vous passer les détails. Évidemment, les grandes sociétés ont répondu en disant non, pas du tout, nous n'avons pas de monopole, il y a des sociétés tierces qui peuvent arriver et nous bouffer notre déjeuner en 2 minutes. Donc, se sont insurgés contre les conclusions du Parlement. Mais au-delà des détails des conclusions, ce qui est intéressant, comme le dit, c'est Ben Thompson, je crois, sur son blog Stratechery, c'est le fait que ce rapport existe, qui est absolument important. Est-ce que les solutions vont être appliquées ? C'est peu probable. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Cédric, je t'entendais vouloir prendre la parole, donc je te la laisse. En fait, c'est compliqué. D'abord parce que moi je suis toujours un peu je suis pas très chaud pour les mettre tous dans le même sac. C'est vrai que c'est facile de dire ouais les GAFA, ok d'accord. Mais si tu veux la situation, est-ce qu'on peut reprocher à un Apple, à un Google, à un Amazon et à un Facebook sont souvent de nature finalement très différente. Il y a des choses qui se recroisent, mais elles sont pas si nombreuses que ça. Et surtout en fait les Américains ils ont un problème de fond. Là-dessus, je pourrais te recommander la lecture d'un papier absolument remarquable paru sur LCI.fr cette semaine. Il se trouve que je l'ai signé. Et où, en fait, j'ai pris le temps d'expliquer un truc qui est un changement de doctrine de l'antitrust américain. J'explique. L'antitrust, c'est ça. C'est de dire il faut éviter l'abus des situations de monopole. Et pendant longtemps, le critère de ça, c'était favoriser la concurrence. En clair, pendant longtemps, par exemple, si tu étais le plus gros supermarché de la ville et que tu voulais acheter le 2e plus gros, eh ben on te le refusait en disant non, vous allez réduire le choix offert aux consommateurs. Enfin, vous allez nuire à la concurrence et c'est bon et ce n'est bon pour personne. Mais ça aboutissait finalement à des issues, à des solutions un peu curieuses. C'est-à-dire que même quand c'était, tu vois, il y a 14 supermarchés et le 2e veut racheter le 3e, on lui dit non. Bon, c'est un peu curieux. Pareil pour des plus grandes marques. Du coup, au début des années 80, sous l'impulsion de quelqu'un qui a fini à la Cour suprême, je crois. Et la doctrine a changé. En gros, on s'est demandé, est-ce que c'est bon pour le consommateur ou pas, au final? Est-ce que c'est bon pour le choix qu'on lui propose, les prix? Est-ce qu'il peut y avoir des ententes sur les prix? Voilà. Et du coup, tout a changé. Du coup, on a laissé des entreprises fusionner en disant, bah oui, enfin, finalement, de toute façon, le consommateur s'y retrouve. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça la doctrine. Et c'est difficile, par exemple, de dire à un Amazon, vous êtes en train de restreindre le choix offert au consommateur, lui qui vend des dizaines de millions d'articles venant de millions de vendeurs.
C'est-à-dire que pour expliquer vraiment précisément, le critère pour savoir s'il y a une pratique, une situation monopolistique abusive, c'est est-ce que ça fait du mal au consommateur ou pas, et on ne considère pas l'aspect de est-ce que ça fait du mal aux concurrents directs ou pas. Par exemple. C'est l'une des conséquences. Et c'est difficile de dire à Google que sa conduite aboutit, si tu veux, à des choses négatives pour le consommateur, lui qui, pour l'essentiel, propose des services gratuits. Alors après, de fait, ça peut nuire à la concurrence, et je pense que c'est ça aussi le critère. Le critère, pour moi, il devrait être de dire est-ce que tout ça nuit à l'innovation et à la naissance possible de nouveaux acteurs. Et là, il y a des choses ça fait du mal aux consommateurs ça fait du mal aux consommateurs indirectement, mais ça peut être par ricochet sur son choix, sur son choix potentiel à la fin. Il y a la mise en avant aussi de leurs propres services, comme c'était le cas avec Google Shopping, qui était en avant dans les résultats de recherche. C'est ça aussi qui est une grosse partie de l'histoire, non ? Oui, mais le truc, c'est qu'il faut arrêter de considérer Google comme un service public. C'est-à-dire que personne, il est inscrit nulle part que Google doit se limiter à être un moteur de recherche qui te donne 12 résultats quand tu tapes un mot dedans. Ils ont le droit de faire absolument ce qu'ils veulent. Non, mais c'est la météo et le prix des vols. Non, mais c'est là que vient la question. Est-ce que ça fait du mal aux consommateurs ou aux concurrents ? Et dans le cas de l'association de ces services et celui de shopping chez Google, par exemple, ça fait du mal aux concurrents, mais pas forcément aux consommateurs. Et donc, c'est là que cette question que tu soulevais et qu'évoquait par ricochet Siegfried devient prégnante parce que elle est forcément importante. Quand Google fait ce genre de choses, ou quand Amazon ou les autres ou Facebook fait ce genre de choses, à qui est-ce que ça cause du tort ? Alors, dans le cas d'Amazon, par exemple, c'est compliqué parce que, par exemple, on leur dit, regardez, vous avez des millions de vendeurs indépendants sur votre plateforme qui utilisent la marketplace, mais on voit bien que vous gardez un œil sur ce qui se vend chez eux, ne serait-ce que comme une sorte de guide des tendances, et quand vous voyez des choses qui se mettent à marcher très très bien, vous en produisez sous votre propre marque. Et là, si tu veux, Amazon aura quand même beau jeu de dire regardez le métier même de la grande distribution. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Carrefour fait des cornflakes sous sa marque ? Parce que les cornflakes, ça se vend. Donc le fait qu'il y ait des distributeurs fassent des marques de distributeurs est pas vraiment une nouveauté. Mais c'est vrai que l'un des points pivots, et c'est l'une des choses qu'on retrouve chez plusieurs d'entre eux, c'est les situations où ils sont à la fois jugés partis. C'est par exemple ce qui est reproché à Apple en disant regardez, vous êtes la place de marché où les applications se vendent. Mais du coup, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où vous voulez soutirer X% de commission à un Spotify alors que vous avez votre propre service concurrent en face qui est pas traité de la même façon. Donc, alors que si on séparait les activités, ça mettrait tous ces gens-là sur un pied d'égalité. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que d'abord, il faut prouver le monopole. Amazon, ils te disent, vous savez, nous, on est 1% du commerce mondial de détail. Où est le monopole ? Ouais. Disons que le commerce mondial, si tu comptes que le web, j'imagine que c'est pas les mêmes chiffres, mais oui. Ça dépend comment tu comptes. Si après tu dis tiens, 80% des ménages américains, si tu dis 80% des ménages américains ont un abonnement Amazon Prime, là tout à coup tu es sur une position de marché qui est pas exactement la même. La solution qu'on avance souvent, je sais pas Siegfried si toi tu as un avis sur toutes ces choses-là, mais vas-y, je te laisse parler peut-être. Ouais, non, je voulais parler de l'histoire du démantèlement parce que ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Démantèlement aux États-Unis, il y en a pas eu depuis 80 ans, 70 ans, je pense. AT&T, c'est plus récent que ça. Ouais, c'est plus récent AT&T. Oui. Ok. En tout cas, là où je pense qu'un démantèlement va être très compliqué déjà parce que je pense que politiquement, il n'y a pas de volonté de faire ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on l'a vu avec TikTok, c'est l'arrivée de géants chinois qui éventuellement l'idée de démanteler, par exemple Facebook ou un autre. Est-ce que ce serait pas le risque de laisser la place ouverte pour des concurrents qui seraient étrangers aux Américains ? C'est ça aussi. Mark Zuckerberg sort de ce corps. C'est exactement ça. Ouais, non, mais si vous vous attaquez à nous, vous faites le lit de la Chine. Ouais, mais politiquement, je pense que c'est un truc important parce que les Américains pensent avant tout à la position des États-Unis dans le monde. Et en termes, quand tu as des grandes structures comme ça, quel est l'intérêt de les démanteler si tu as un risque de voir d'autres acteurs étrangers arriver et prendre la place ? C'est vrai que, là je vais parler un tout petit peu de gaming un instant, mais c'est peut-être le canari dans la mine.
il y a pour la première fois des gros jeux chinois qui sont en train d'arriver sur le marché mondial, sur le marché occidental, on va dire. Je pense à Genshin Impact, par exemple, qui est l'un des jeux qui est très populaire. Il y a deux services de streaming chinois qui vont fusionner et qui vont avoir 300 millions d'utilisateurs. Alors, c'est des services de streaming de jeux comme Twitch, hein, mais 300 millions d'utilisateurs, on peut imaginer que ça donne une certaine force de frappe. Je suis pas forcément partisan de l'idée et ne le faisons pas parce que ça va laisser la place aux Chinois, mais l'argument n'est pas négligeable non plus. L'autre truc qui me préoccupe, on va pas dire qu'il me tient éveillé la nuit parce que j'exagère, ça serait exagéré, mais l'autre truc qui me préoccupe, c'est est-ce que il y a enfin, le fait de démanteler ces boîtes, ça pourrait peut-être être une bonne chose, mais ça ne réglerait pas tous les problèmes. Et beaucoup de gens parlent des problèmes de la dégradation du discours et de la discussion dans le monde à cause des réseaux sociaux qui favorisent les algorithmes d'engagement et donc en gros dont le rôle, le business model, c'est de nous garder énervés le plus longtemps possible. Un démantèlement ne corrigerait pas ce problème-là. C'est le fonctionnement des réseaux sociaux, de toute façon. C'est ça. Le fait de démanteler en autant de parties changera pas les comportements des utilisateurs, quoi. Le fait de séparer Facebook, Instagram et WhatsApp va pas résoudre ce problème-là. Mais c'est pas la vertu d'un démantèlement. Il y a une chose quand même. Mais les parlementaires, ils parlent beaucoup de ces problèmes-là d'engagement et de dégradation du discours et de la discussion. Et ensuite, la réponse qu'ils donnent, c'est parfois, donc peut-être qu'il faut démanteler. Mais ça servira à rien. Pardon. Non, je pense pas que ce soit là. Et puis, de toute façon, là, on est en train de parler purement de Facebook, quasiment. Ça n'a rien à voir avec Amazon, Apple et Google. Ouais. Il y a une chose quand même sur le démantèlement. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde voit ça en disant, d'abord, il faut comprendre ce que c'est le démantèlement. C'est juste séparer des activités d'une entreprise dans plusieurs boîtes. Mais en fait, ça peut aussi se révéler être une excellente affaire. C'est-à-dire que, par exemple, si tu sépares Amazon d'un côté et Amazon Web Services de l'autre, ce qui est un truc qui est pas finalement très compliqué parce que l'intégration des deux, elle est pas forcenée. Tu veux le fait que que AWS soit dans Amazon est pas une condition de la poursuite des activités d'Amazon dans de bonnes conditions. AWS pourrait devenir la plus grosse capitalisation boursière au monde. C'est-à-dire que tout à coup, la somme des deux, en termes purement financiers, pourrait être supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Pour le prendre de manière plus simple, hein, s'il y a des activités de Google, si tu les sortais de Google, tout à coup, on leur donnerait une valeur énorme. Imagine si tu étais à la tête d'une start-up qui s'appelle Google Maps. Ouais. Tu t'imagines ce que c'est que Google Maps? À chaque fois, nous on le prend comme un truc qui est à côté qui est vachement, qui est intéressant, important, etc., etc. Mais on ne le valorise pas à sa vraie valeur. On le valorise comme un truc un peu optionnel. Google Maps pris séparément, c'est des dizaines de milliards de dollars. Ouais. Et Google Maps, en plus, c'est hyper important pour les commerçants. Je suis bien placé pour le savoir, parce qu'aujourd'hui, les avis sur Google Maps compte énormément. Je pense que c'est une des premières raisons pour lesquelles tu vas avoir des consommateurs qui vont se déplacer dans telle ou telle boutique, parce que les avis, d'ailleurs, il n'y a pas que des côtés positifs à ça, sont quelque chose de super important aujourd'hui pour toute société, quoi. Ouais. Ah oui, moi, si je vais voir un restaurant que je connais pas et que je vois qu'il a 3 sur 5, clairement, je vais chercher autre chose. Voilà, c'est sûr. Bon, aussi, ça pourrait être un sujet à part, mais la dictature des notes sur Google Maps, etc., c'est un sujet qui est très très intéressant. Ah bah ça pourrait faire un épisode complet. Hein, il y a un très bon bouquin qui est sorti là-dessus chez nous il y a pas longtemps. Mais du coup, tout ça, moi, ma conclusion, alors on est un petit peu parti dans tous les sens parce que c'est des discussions c'est tellement vaste, il y a tellement d'implications qu'on part forcément dans tous les sens. Mais moi, il y a une conclusion qui me reste, c'est cette conclusion que ok, peut-être qu'on va pas trouver de solution, peut-être que c'est trop compliqué, mais le simple fait que la discussion ait lieu et ait lieu au plus haut niveau de l'État américain, bien sûr, c'est déjà important, quoi. C'est déjà un événement et ça pourrait avoir des conséquences. Moi, je pense que, étant donné, même si ça peut prendre des années, c'est pas forcément efficace parce que on sait que ça va aller de procès en procès, d'appel en Cour suprême, etc.
le fait que la question se pose, ça peut pousser certains acteurs du numérique à prendre des décisions un petit peu différentes parfois. C'est surtout qu'il y a un vrai problème, à mon avis. C'est aussi pour ça qu'on voit ça apparaître. C'est qu'il y a un vrai souci je trouve que si le sujet revient sur le devant de la scène, c'est clairement qu'il y a un problème. Je sais pas si on peut parler de monopole, mais en tout cas, il y a un problème clairement d'orientation. Ouais. Après, un vrai démantèlement aussi, c'est pas seulement le fait de diviser des filiales, c'est qu'en théorie, certaines filiales peuvent être revendues. C'est-à-dire qu'on oblige la société à revendre une de ses filiales à un autre acteur qui est totalement indépendant. Dans le but de recréer de la concurrence, tout à fait. Voilà, pour que les deux ne travaillent plus de concert. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les 5 GAFAM, même si Microsoft a évité les discussions, ils sont hyper discrets, genre oh, nous on n'a rien fait. Non, mais eux, ils se sont déjà pris 10 ans de procédure, souviens-toi, sur l'intégration d'Internet Explorer dans Windows. Et ça a eu des effets. D'ailleurs. Ça a eu des effets, peut-être pas directement sur le monde des navigateurs, mais sur l'attitude de Microsoft potentiellement. Enfin, Microsoft a beaucoup changé. Il y a de ça, sinon que tu t'aperçois qu'évidemment, ces procédures prennent un temps infini. D'abord parce qu'évidemment, tu es quand même face à des entreprises qui ont des moyens infinis pour se défendre. Et du coup, finalement, tu sais, c'est un peu comme les interviews où la question est tellement longue qu'à la fin, tu as oublié quelle était la question. La réponse est tellement longue que tu as oublié la question. Ouais. Bah là, c'est pareil. C'est qu'une fois que finalement la décision finale arrive, tu te dis peut-être que le marché a changé entre-temps, ou peut-être que, enfin, tu vois, tout à coup, ça devient hors sujet. C'est aussi ce danger-là, parce que pendant ce temps-là, tu mobilises quand même des ressources qui sont pas négligeables du tout. Et du coup, faut arriver à prendre les bonnes options dès le début. Je pense que c'est vraiment compliqué. C'est pas toujours efficace parce que Edge, il revient à chaque fois. Chaque mise à jour, j'ai 5 icônes d'Edge sur mon bureau. Insupportable, quoi. Internet Explorer a disparu, mais Edge, il est toujours là. Il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, je vous remercie de cette petite discussion. Je crois qu'effectivement, ça reste assez difficile à cerner parce que c'est très complexe et qu'on n'a pas de réponse claire. Mais il faudrait en fait rentrer dans le détail. En fait, il faudrait le prendre cas par cas en disant tiens. Ouais. Tu vois, what's the problem with Amazon, et puis dire voilà Amazon et quelles seraient les solutions, est-ce que ce serait séparer ça et cas par cas, parce que comme je le disais tout à l'heure, les mettre dans le même sac en disant c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'ils sont trop gros, pas, y a pas t'as pas une réponse globale, il y a pas de silver bullet. En effet. Écoute, je pense qu'il faudrait envoyer Cédric au Parlement américain pour orienter les conversations. Ça serait une excellente idée. Ils n'ont pas besoin de moi. Une chose, quand tu disais au plus haut niveau de l'État, on n'y est pas encore, parce que le Parlement est contrôlé par les démocrates, mais pas le Sénat. Et je vous rappelle que la Maison-Blanche n'est pas encore contrôlée par les démocrates et que les semaines à venir vont être, à mon avis, passionnantes. Cette saison de West Wing est quand même incroyable. et il faut quand même... Mais ça fait partie des options que Trump avait devant lui. Il y a une procédure qui est prête à partir du département du commerce, je crois, ou de la justice, alliée à des procureurs généraux des États, mais là dirigée contre Google et contre Google uniquement. Ça pourrait être la surprise des dernières semaines avant l'élection, mais je pense que ça en prend pas le chemin. Non. Je disais au plus haut niveau de l'État, tu l'as pas entendu, mais il y avait un X devant le. Ah, il y avait une astérisque. Non, il y avait une astérisque muette. C'était le X qui était plus haute niveau de l'État, parce que je parlais des derniers, tu vois. C'était les top 3 niveaux de l'État, pas le plus haut. Bon, et effectivement, ça sera intéressant de voir si cette rumeur d'une attaque du département de la justice américain contre Google, contre Chrome spécifiquement, va se concrétiser. Et c'est effectivement une rumeur assez importante. Mais comme vous voyez, quand je vous disais il y a plus de 2 ans et demi, ça commence à sentir comme les choses changent. On y est là, on y est vraiment. On est encore comme loin d'une solution vraiment. Ah bah non, une décision, ça c'est clair. Ça c'est clair, ouais. Bon bah écoutez, merci pour cette petite discussion. On va faire une petite pause. On est à combien de temps d'enregistrement ? Parce que je mets toujours les notes pour Fanny qui fait le montage après. On est à très exactement 32 minutes d'enregistrement. Et je peux vous parler de
Patreon. Patreon, vous savez, c'est ce site qui vous permet de soutenir le rendez-vous tech et c'est un moyen hyper simple puisque vous choisissez la somme que vous voulez donner, vous choisissez même le nombre d'épisodes que vous pouvez soutenir par mois. Alors, mettez au moins, 3 quand même, soyez gentils, mais vous pouvez choisir quand vous vous arrêtez et vous avez accès en plus à des bonus comme par exemple l'épisode sans pub. Donc, si vous étiez abonné, vous n'auriez pas même cette petite partie promo Patreon au milieu, vous n'auriez pas les pubs au début et fin d'épisode. Vous auriez aussi accès à l'écoute de l'after show qu'on fait depuis quelques semaines. C'est un moment après l'épisode où c'est un petit peu plus détente. C'est Patrick qui invite les Patreons du Discord, les patriotes du Discord privé dans le salon. Je suis en robe de chambre, tout tranquille. Je suis habillé quand même, faut pas exagérer. Mais non, mais voilà, je savais que Siegfried était là et que ça allait. Mais c'est juste un moment plus détendu. On discute, on parle un petit peu de l'épisode, on parle de trucs qu'on n'a pas forcément traités dans l'épisode lui-même. C'est bien sympathique et tout ça est disponible pour tous les Patreons. Et vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour vous engager, et même pas, je dis engager, il n'y a pas d'engagement, c'est vous qui choisissez de soutenir pendant le temps que vous voulez. Je note quand même que, oui, il y a les récompenses, mais c'est évidemment pas pour ça qu'on fait qu'on devient soutien de l'émission, hein. On le fait pour, effectivement, soutenir une création qu'on apprécie, soutenir un travail qui est assidu, et c'est le plaisir et la fierté d'être contributeur à un projet qui vous plaît. Donc, si vous écoutez les émissions, si elles vous plaisent, je dirais, allez, si vous écoutez depuis 6 mois, si vous écoutez depuis 6 mois, allez juste jeter un coup d'œil à la page. Juste, vous allez sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, juste regardez la page, vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Sur votre mobile, vous pouvez le faire même quand vous êtes dans les transports, ou alors quand vous rentrez chez vous, vous mettez la clé dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Oh, Patrick, faut que je pense à Patrick », moyen mnémotechnique absolument formidable, et vous allez regarder la page sur Patreon et vous voyez ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Je vous remercie en tout cas de soutenir l'émission pour ceux qui le font déjà. Et on va passer à la suite de l'épisode avec... Alors, je voulais faire un petit retour sur les discussions qu'on a eues sur l'épisode précédent. Il y avait 2 sujets qui ont suscité des réactions assez animées de la communauté. Pas beaucoup, j'ai juste eu quelques retours, mais généralement, les retours sont très posés, on va dire, même quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Là, il y a eu quelques personnes qui étaient un petit peu fâchées. La première chose, c'était... sur l'affaire Marvel Fitness. Certains m'ont reproché de ne pas avoir expliqué très clairement les dessous de l'affaire. Pour résumer, c'est un YouTuber de fitness qui a été impliqué dans des affaires de harcèlement de masse sur les réseaux sociaux et qui a été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme et une amende. Et c'est la première fois qu'un événement de ce type se produit pour une affaire de harcèlement. C'est la première fois que la justice condamne à de la prison ferme un harceleur de masse. Alors ensuite, le fait qu'il soit coupable ou pas, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais t'aurais dû expliquer tous les détails de l'affaire ». Je pense que, peut-être que j'ai mal expliqué quelque chose, mais à mon avis, c'est pas ça. C'est que j'ai mal expliqué ce qui était important dans cette histoire. Des histoires de harcèlement, on en a absolument tout le temps. Il y a tout le temps des gens qui se font harceler et des gens qui harcèlent, et on en a beaucoup parlé dans l'émission. Moi, ça m'intéresse pas de détailler, est-ce que Marvel Fitness a dit ceci? Est-ce que la nana qui l'a harcelé ou pas a dit cela? Quelles sont les photos qu'elle a prises? Ça n'a pas vraiment d'importance. Si on devait détailler ces affaires-là, on parlerait d'histoire de harcèlement à absolument tout l'épisode. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est l'action de la justice. C'est ça qui fait que cette affaire est différente. Donc c'est ça que je voulais couvrir dans l'épisode, et pas les détails de l'affaire Marvel Fitness. Donc
si c'est ça que vous attendiez, je suis désolé. Si c'est ça que vous voudriez que je fasse, je suis désolé également, parce que oui, il y a des affaires de harcèlement. On avait parlé de la Ligue du LOL et de plein d'autres. Il y a des affaires qui sont intéressantes, mais on va pas faire chaque semaine le feuilleton du harcèlement et de quelle célébrité de YouTube a harcelé ou s'est fait harceler à ce moment. Quand il y a des éléments intéressants, peut-être. Là, en l'occurrence, c'était un autre aspect du sujet qui me paraissait essentiel à retenir de l'actu tech. Je ne vais pas retenir toutes les histoires de combats de YouTubeurs et de YouTubeuses. Alors ça, c'était la première chose. Ensuite, sur la 5G, on m'a reproché de manquer de précision sur certains aspects. Alors, effectivement, il y a certains aspects sur lesquels je pense que c'était pas essentiel. Je me suis planté sur le nombre de blocs, et notamment Arnaud, qui nous suit depuis Nowtech et qui avait participé... depuis NoWatch, et qui avait participé à notre aventure à l'époque, il se reconnaîtra, m'a grondé sur différents points. Alors, sur le point du nombre de blocs, bon, je pense que c'était pas incroyablement important. Effectivement, j'avais pas donné le bon nombre de blocs. Par contre, il me dit que, et d'autres me l'ont dit aussi, la 5G, contrairement à ce qu'on a dit, a une vitesse qui est plus importante que la 4G. Alors, effectivement, même dans les fréquences dont on parle aujourd'hui, qui sont des fréquences basses, on a en théorie, sur le débit théorique, un doublement de la fréquence. On passe de environ 500 mégabits par seconde à plus d'1 gigabit par seconde. Donc, un doublement de la fréquence théorique. Le truc, c'est que, oui, j'en suis conscient. Pour moi, c'est d'une part beaucoup moins important que la baisse de la latence, comme on en avait parlé. D'autre part, les débits théoriques, c'est une chose. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en pratique, parce que dans les marchés où c'est déjà le cas, à moins qu'on soit pile au bon endroit, et je parle même pas de la question millimétrique, mais je veux dire, à moins qu'on soit bien placé et qu'on ait le bon réseau comme il faut, en gros, aux États-Unis, les réseaux 5G, ils sont en place et les tests de vitesse sont pas vraiment concluants. Donc, sur ce point, j'attendrai de voir, mais c'est vrai que le débit théorique est doublement et 2 fois plus haut. Donc le débit pratique, même s'il est plus faible que ce débit théorique, pourrait être beaucoup plus élevé aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant également. C'est donc un erratum que je fais grâce à Arnaud et aux autres qui m'ont fait les remarques. L'autre point qui est intéressant également, c'est qu'il me dit la 5G peut gérer beaucoup plus de devices, beaucoup plus d'appareils en même temps. Ce qui fait que ça va désengorger le réseau, non pas uniquement pour la vitesse, mais également pour le nombre d'appareils qu'on peut avoir connectés en même temps. Et du coup, quand on va allumer les réseaux 5G qui seront, alors ça sera fin 2020 sans doute, de manière très ponctuelle dans certains endroits, mais ça va du coup libérer les réseaux 4G aussi, qui vont par rebond bénéficier de l'allumage de la 5G parce qu'ils seront un petit peu désengorgés. Donc c'est bon à noter aussi. Donc bon, tout ça pour dire que effectivement il y avait quelques petites imprécisions. Je remercie Arnaud et les autres de nous l'avoir signalé. Je crois que là j'ai résumé en gros les trucs importants. Il y a peut-être quelques détails qui manquent, mais on est un petit peu plus clair sur le sujet, j'espère, avec ces mises au point. Donc merci à vous tous. Et puisqu'on parle de 5G, je vais revenir vers vous deux pour vous poser 2 questions. C'est presque dans le retour communautaire. J'étais un petit peu remonté sur cette news qui est tombée hier, selon laquelle Martine Aubry, la ville de Lille, a posé un moratoire sur la 5G suite aux préoccupations qu'ont les citoyens sur la 5G. Et moi, ça m'atterre parce que tu habites au milieu d'une forêt, c'est pour ça. Non, mais écoute, besoin de 5G. Le truc, oui, un petit peu. Non, moi j'ai la fibre, tu sais, au milieu de ma forêt, donc ça me fait moins. Mais non, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est une réaction à un mouvement populaire, j'irais même jusqu'à dire populiste, qui n'a pas de fondement raisonnable. Scientifique. C'est même plus que scientifique, c'est-à-dire que tout à coup, au milieu de rien, quelqu'un a dit « Ah, mais peut-être que la 5G, ça tue les gens ?» Et tout le monde s'est retourné en disant « Quoi peut-être que la 5G, ça tue les gens ? Mais alors, faut pas faire la 5G ?» Mais il n'y avait aucune raison de penser que... Il n'y avait pas eu le même genre de débat sur la 4G, je me souviens. Bien sûr, et sur la 3G. Souvenez-vous quand c'était quoi, la ville de Paris a dit tiens, on va mettre des bornes Wi-Fi gratuites dans les parcs. Tout à coup, ça a été les Wi-Fi dans les écoles. On dit au secours, depuis que c'est allumé, j'ai mal à la tête. Les bornes aussi.
Rappelons-nous Voilà. des Bebop. Et je parle pas de Linky. Bon, je rappelle que ça fait du CPL. Enfin, je veux dire que de toute façon, on est dans l'ensemble, on est quand même chez les fous. C'est-à-dire que il y en a qui s'emparent de la 5G comme d'un objet politique pas inintéressant de débat sur quelle est la vie que nous voulons, etc. Bon, c'est gentil. Moi, je trouve ça sympa, mais d'abord, ça arrive un peu tard. Hein. Faut pas. Moi, je pense que à l'Arcep, notre gendarme de télécom, ils ont la tête entre les mains en disant mais qu'est-ce que c'est. Mais enfin, et eux, ils ont lancé, tu vois, des appels à commentaires depuis 2017 hein, en disant quels usages, qu'est-ce que vous pensez, etc., etc. Et en plus, et tu l'as dit tout à l'heure en fait quand tu abordais les questions sur la vitesse. Faut pas l'oublier, la 5G telle qu'on va la connaître là, c'est d'abord une sorte de mise à jour technique qui va d'abord intéresser les opérateurs parce que ça va leur permettre d'éviter les encombrements qui se profilent sur la 4G. Donc en fait, de fait, ton débit à toi, il va pas forcément changer beaucoup. Il sera peut-être par contre plus fiable qu'avant, c'est-à-dire que tu vas partager plus de débit. En gros, tu vas agrandir le gâteau, tu vas pas agrandir les parts. Mais après dire oui, il y a des aspects sanitaires, c'est des conneries. C'est-à-dire que c'est même pas on sait pas, on n'est pas. Non, c'est des conneries et il faut avoir le courage de le dire. Sur le sujet. Mais il y en a 25 000. Il y a un organisme, j'en veux à personne de pas le connaître parce que moi encore il y a 4 mois j'ignorais jusqu'à leur existence. Ça s'appelle l'ICNIRP. C'est pas le truc, c'est en branding c'est pas terrible. Mais ils existent depuis les années 70 et leur mission dans la vie c'est d'étudier les effets sur l'homme des radiations, ou des courants, de l'électromagnétique, des radiations non ionisantes. Parce qu'après ça c'est encore autre chose. Et eux, tu vas sur le site de l'ICNIRP, existe en anglais. Tu vas sur le site de l'OMS. Et ils te font la compilation de toute la littérature disponible. Et en fait, ce qui t'explique, qui est vachement intéressant, c'est que, en fait, c'est à chaque fois, et je réponds toujours la même chose. Il y a 3 choses sur les aspects sanitaires on va dire la téléphonie mobile et les ondes en général. Il y a on n'a pas les études cliniques qui montrent un effet, qui disent voilà, regardez, quand on a utilisé ça, ça fait ça. N'existe pas. Si, à part dire oui. Étudié, quoi. Ah oui, alors on dit qu'il y a 25 000 études, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais les études ne manquent pas. On a une littérature assez large sur la question. Deuxième chose, et c'est moi ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'en gros, ils expliquent, mais attendez, mais si par exemple demain, on découvrait, je ne sais pas, que les utilisateurs, des gens, je ne sais pas, qui téléphonent 8 heures par jour avec le smartphone sur l'oreille droite, s'ils se mettaient à développer un cancer de l'oreille ou de machin ou du cerveau, en fait, on n'aurait même pas les moyens scientifiques d'expliquer le processus par lequel ça arrive. Alors que par contre, c'est des choses qu'on comprend très bien sur les radiations ionisantes, sur ce genre de choses. Là, on ne saurait même pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mécanismes qui permettraient d'expliquer comment ça marche. Ce que tu veux dire, c'est que il y a aucune raison de penser que ça provoquerait ça parce que alors oui, peut-être qu'il y a un truc qui sortirait de nulle part qu'on connaît pas, mais enfin, il pourrait y avoir des trucs qui sortent de nulle part qu'on connaît pas, surtout. Pas que sur la 5G. Mais non, et justement, parce que la 5G, on parle de la 5G, mais la 5G, c'est comme si je te dis iOS 14. Mais avant iOS 14, tu avais déjà un iPhone dans la main. Et ben la 5G, c'est pareil, parce que ces bandes de fréquences-là, la bande des 3,5 GHz, on se reparlera de la bande des 26 GHz, c'est intéressant, mais pour d'autres raisons. Mais elle n'est pas encore activée, oui. Mais bien sûr elle est même pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas encore les enchères qui sont les 26, faites. Oui, bien sûr. Les hautes fréquences dont on parlait la semaine dernière également, elles ne seront pas activées en France avant un petit moment. Pour le moment, on parle de fréquences qui sont déjà utilisées sur la 4G. Donc, c'est... Alors qu'ils sont 3,5 GHz, c'est pas utilisé sur la 4G, mais ça a été utilisé pour le WiMAX, qui a été la plus grande réussite commerciale de ces dernières années, disons-le. Et puis pour des choses comme de la boucle locale radio, là où les réseaux filaires avaient du mal à aller, etc., etc. Donc en fait, ces fréquences-là, on les connaît depuis très longtemps. On n'est pas, si tu veux, c'est pas Christophe Colomb découvre l'Amérique. Donc en fait, on est en train de se prendre la tête sur des choses qui n'ont pas vertu à être des objets de débat. En gros, vas-y. Non, je te laisse finir et j'ai un truc à ajouter après. Non, mais en gros, jusqu'à ce que la science nous apporte de nouveaux arguments, parce que le dernier argument, c'est ça, c'est quand même on commence à avoir un recul historique assez large sur ces outils, sur ces fréquences, sur l'utilisation de la téléphonie mobile et sur les non-effets sanitaires. En clair, si cela devait avoir des effets délétères sur la santé des utilisateurs, on le verrait maintenant en termes d'épidémiologie. On dirait, c'est bizarre quand même, regardez tous ces millions de nouveaux, cancers du sinus, enfin tu vois, je te raconte des bêtises, mais ça se verrait. Et tout à coup, on pourrait en remonter jusqu'à une cause. Mais ça non plus, on ne le voit pas.
Donc enfin, en clair, jusqu'à ce que la science nous apporte de nouveaux arguments pour dire tiens, on a trouvé un procédé par lequel cette utilisation, cette fréquence, ce machin pourrait avoir tel effet, ou on a dans les données sans l'expliquer des choses qui arrivent. Oui, c'est ça. Ou qu'on arrive à le démontrer en disant regardez, quand on fait des expériences, je sais pas, sur des porcs et sur des chimpanzés, on arrive à... Non, tout ça n'existe pas. Le jour où ça existera, on peut rouvrir cette conversation. En attendant, elle est quand même là pour faire parler les bavards. Je dirais que ça va même plus loin. Pour moi, ça dénote... Et je vais parler d'un truc qu'on mentionne dans la chatroom et que beaucoup de gens, je pense, disent en écoutant cette conversation. Il y a deux aspects à cette... Voilà, exactement. L'aspect écologique en parallèle de l'aspect sanitaire. Comme l'évoquait rapidement Cédric, c'est deux conversations différentes. L'aspect sanitaire, je vais y revenir dans une seconde, mais l'aspect écologique, c'est une autre conversation qu'on pourrait effectivement avoir et qui, évidemment, a du mérite à être eu. Moi, je vous avoue que j'y crois pas trop, parce que l'essentiel, ce qu'on dit en fait, c'est c'est la course en avant, on va pouvoir, consommer plus, et donc ça va faire travailler plus les serveurs des GAFA, et donc ça va consommer plus d'énergie. Sur ce point, franchement, je pense que c'est un mauvais débat et je suis tout à fait prêt à entendre l'avis opposé. Il y a une discussion raisonnable à avoir là-dessus, mais je pense que c'est un mauvais débat parce que, comme on le dit depuis longtemps, ces GAFA sentent beaucoup la pression écologique et sont en train de passer à de l'énergie verte en majorité. Ils sont déjà en très très grande partie en énergie verte et c'est l'un des secteurs de l'économie, en particulier chez les grands acteurs, qui effectue la transition écologique le plus vite, à ma connaissance. C'est-à-dire que si on va commencer à parler de l'alimentation, de l'agriculture, de la fast fashion, par exemple, si vous voulez avoir vraiment un effet important sur le climat, mangez moins de viande. C'est beaucoup plus efficace que la plupart des choses que vous pourrez faire. Alors, moi, encore une fois, je suis tout à fait prêt à entendre la question de la consommation énergétique, parce que vraiment, c'est de ça qu'on parle. Hein. La 5G, c'est plus de vitesse... Ouais, je sais pas si c'est tant la consommation des données que du côté des serveurs plutôt que le coût écologique de la construction des antennes, de l'installation. C'est peut-être ça qui est plus mis en avant, non ? Pas, mais c'est-à-dire que à un moment, c'est dur, c'est des choses qui sont aussi dures à estimer parce que ça dépend des conditions dans lesquelles c'est fait. C'est-à-dire que si bizarrement, c'est d'ailleurs Huawei va ouvrir une usine d'antennes 5G d'équipement réseau en France. Déjà, c'est bien parce que ils sont quand même, ils sont sympas vu comment ils sont traités, mais et tout à coup, l'empreinte écologique de ce qu'ils vont produire va s'effondrer parce qu'évidemment, on est dans un pays où 97% de la production électrique est décarbonée. Mais je suis d'accord que ce débat est pas inintéressant. Il est quand même largement pollué par des gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un débat à entendre non, il faut pas lancer la 5G avant que la 4G ait été généralisée, tu te dis qu'en termes environnementaux, on se tire dans le pied quelque chose de terrifiant. Oui. C'est-à-dire que une antenne 4G en termes d'empreinte, c'est la même chose qu'une antenne 5G, en termes de consommation aussi. Donc, ce débat pourrait être bon à avoir, mais c'est pas cet aspect du débat qui me hérisse, moi. Moi, c'est l'aspect sur lequel a passé beaucoup de temps Cédric, et je vais juste ajouter un petit complément à ce qu'il a dit. Le problème, c'est pas le problème de la 5G. Le problème, c'est le problème de la conspiration et de la désinformation. C'est le problème de l'antivax. C'est le problème de légitimiser des idées qui n'ont aucun fondement, ni scientifique, ni, j'insiste, raisonnable. Il n'y a aucune discussion raisonnable qui peut vous amener à la conclusion que peut-être que la 5G, c'est un truc extrêmement nocif pour la santé. C'est vraiment, ça n'est pas possible quand on a une discussion un tout petit peu raisonnable. Et du coup, moi, ça me hérisse parce que ça peut s'appliquer à tout. Ça s'applique, je parle des vaccins, mais ça peut s'appliquer à toutes les discussions, et c'est ce qui plombe notre discussion à cause des GAFA. On y revient, peut-être que c'est là qu'il faut se calmer sur la 5G et sur les communications en général, parce que les réseaux sociaux nous infligent des avis qui n'ont aucun sens, et des avis populistes et nocifs et toxiques, sous l'autel de il faut écouter les gens qui ne sont pas d'accord. Moi, j'étais complètement sur ce point de vue pendant très longtemps. Et d'ailleurs, l'émission anglophone que je fais, qui s'appelle The Phileas Club, est basée sur l'idée qu'il faut écouter les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et je suis super à fond sur cette idée parce qu'aujourd'hui, on se gueule dessus et on ne s'écoute pas. Il faut s'écouter, mais il faut s'écouter quand on a quelque chose de raisonnable à dire. Il ne faut pas donner la parole à tout le monde, parce que ce qu'on a vu avec les réseaux sociaux, c'est que on pensait, ok,
on va laisser tout le monde s'exprimer, on va voir toutes les conneries, et il y a en anglais une expression qui est « the sunlight will disinfect ». La lumière du soleil va désinfecter tout ça. Quand on va voir le racisme, la bêtise, les mensonges qui vont venir au grand jour, eh ben on les verra et forcément ils vont plus pouvoir exister parce que ils vont avoir honte et s'atrophier et se recroqueviller. Et ce qu'on voit, c'est que non, comme ça au final. Mais exactement. Au contraire, c'est pas qu'ils s'atrophient et c'est pas qu'ils se recroquevillent, c'est qu'ils s'étendent. C'est qu'ils ont un plus grand public et qu'il y a de plus en plus de gens qui y croient. Et donc, je pensais que tout ça était positif. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce genre de conneries, je suis désolé, il y a des gens qui sont énervés contre moi sur Twitter en disant « Oh, faut respecter la vie des gens, je comprends que les gens soient inquiets, parce qu'on peut pas savoir, est-ce qu'il y a des études scientifiques, est-ce qu'on sait sur le long terme ? Oui, oui, oui et oui. » Donc, il ne faut pas donner le crédit à ce genre de discussion. Il ne faut pas les cajoler. Il faut dire, quand ce n'est pas le cas, je suis désolé, non, c'est une connerie. On a tous le droit à nos opinions, mais on n'a pas chacun le droit à sa propre version des faits. Voilà, non, mais c'est ça. Pour avoir et là, les faits, la réalité objective, il faut s'accorder sur les faits. Mmh. Après, je suis d'accord sur le fait que les réseaux sociaux ont un vrai problème, c'est-à-dire que la nuance et la complexité sont pas des matières qui ont la plus grande vélocité sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur les réseaux sociaux, si tu veux, faut les trucs qui tiennent en un tweet. Ne t'engage pas à rentrer dans le détail de la complexité. Et c'est vrai que tu vois, la 5G est le parfait sujet parce que il y a plusieurs axes de discussion qui sont pas inintéressants, mais que de toute façon il aurait fallu avoir il y a 2, il y a 3, il y a 4 ans. Moi, ça fait combien de temps que je fais de la 5G ? Ça fait 5 ans que je fais des papiers, des trucs, des reportages là-dessus, que je vais voir les choses. Enfin, et c'était quand même tout le temps qu'on aurait eu pour la discussion. Moi, je suis ravi que la 5G donne à certains politiques l'occasion d'exister. Mais je pense que ils ont accroché leur wagon à un train qu'ils ne connaissent pas et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le truc, c'est que pris un par un, les arguments tiennent pas. Et j'ajoute que je suis tout à fait ouvert à l'idée de revoir mes positions. J'espère que ça se comprend clairement dans l'histoire de cette émission, que vraiment, quand il y a des discussions et des arguments construits, raisonnables sur certains sujets, je suis tout à fait prêt à voir mes positions. J'irai même plus loin. L'un de des running gags de cette émission, c'est l'avocat du diable. C'est Patrick qui fait l'avocat du diable, et donc j'explique l'avis opposé au mien ou opposé au bon sens commun. Et on voit si ça tient ou pas, cet avis. Et ils sont souvent intéressants. Mais pas sur tout, pas avec tout. Parfois, il n'y a pas de base sur lesquelles poser ses avis et il faut le dire. Et il ne faut pas les accepter. En l'occurrence, cette idée de la 5G qui serait nocive, je suis désolé, ça ne tient pas. Le jour où on aura des exemples, des raisons, des théoriques même peut-être, pour lesquelles ça aurait un fondement, ok. Bon. Clairement, il y a un tout petit pourcentage de personnes qui se font beaucoup entendre. C'est toujours le même problème dans tous les trucs conspi, etc. C'est que c'est 1% de la population peut faire lancer un débat à la con qui va durer pendant 3 plombes et au final, au bout d'un moment, moi je réponds plus parce que ça me fatigue juste. C'est se lancer dans une discussion comme ça quand de l'autre côté tu as des arguments qui ont pas d'appui scientifique ou quoi que ce soit. Mais il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de discuter, en fait. C'est peut-être Non, mais c'est un peu l'un des problèmes de ce genre de discussion, c'est que il faut repartir aux bases de tout systématiquement. Tu sais, c'est comme quelqu'un disait, et je suis sûr que ça va en faire rire d'autres. Il y a un documentaire intéressant, c'est Jean-Claude Van Damme. Je savais pas que Jean-Claude Van Damme, JCVD, regardait l'émission, mais merci beaucoup, Jean-Claude, qui nous dit regardez la Terre à plat sur Netflix. Ça parle bien des conspirations. Oui. Il y a un moment, quand tu pars sur ce genre de conspiration, et vraiment, anti-vax et 5G, on est à peu près sur le même genre de fumisterie, hein. Ou alors l'homme n'est jamais allé sur la Lune, ce genre de truc. Il faut repartir sur les bases des mathématiques, si tu veux. Il faut réexpliquer ce que c'est que 1 plus 1 à chaque mais fois. Des fois, c'est des personnes qui, de toute façon, n'écoutent pas. Non, bien sûr. Juste, qui vont jamais prendre en compte les arguments que tu vas leur donner. Donc, c'est ça le problème. Hein, Et vous savez quoi ? Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Est-ce que vous savez ce que c'est que GPT-3 ? C'est pas... Non. Siegfried, s'il te plaît. GPT, ça n'est pas l'occasion de faire un jeu de mots.
Bon, j'ai dit que tu lui sers quand même sur un plateau d'argent. Hein. C'est pas faux. C'est vrai. En fait, GPT-3, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui génère du texte qui a l'air humain. C'est en gros, je schématise, et je répète ce que j'ai lu parce que je ne suis pas mathématicien pour savoir exactement comment fonctionne cet algorithme, mais en gros, c'est une sorte de super autocomplete en stéroïde, et il génère du texte qui pourrait ressembler à du texte écrit par des humains. Il existe depuis un moment. Et il y a une histoire avec Microsoft qui en a racheté les droits exclusifs. Il était qui a les API continuent, donc on peut toujours l'utiliser. Mais bref, c'est une société en fait qui s'appelle OpenAI, qui est une société malgré le nom Open, qui a créé cet algorithme. Et il est utilisé dans différents trucs depuis un moment. J'en avais parlé et je mentionnais mes préoccupations que je vais répéter dans un instant. Mais il y a un événement hyper intéressant qui s'est produit il y a quelques jours, 2 semaines je crois. Sur Reddit, le site communautaire bien connu, il y a un utilisateur qui a été repéré parce qu'il postait des réponses très très vite et des réponses très longues. Genre en 1 minute après la parution de certains posts, il postait des réponses sur 5, 10, 20, plein de posts hyper rapidement. Et donc, les gens sont allés investiguer et ils se sont rendus compte, après avoir investigué la chose, que c'était un bot qui utilisait GPT-3 pour répondre aux questions qui étaient posées. C'était spécifiquement sur Ask Reddit, le subreddit, le Reddit où on pose des questions aux gens. Et personne ne s'est rendu compte que c'était un bot jusqu'à ce qu'ils aillent vraiment regarder très précisément dans ce qu'ils faisaient. Parce que les réponses étaient tellement convaincantes, un petit peu bizarres, mais tellement convaincantes que on n'arrivait pas à voir que c'était un bot. Je mettrai dans la newsletter l'article où il y a plein d'exemples de ce qu'il écrit. Donc vraiment, allez y jeter un coup d'œil, c'est hyper intéressant. La newsletter, vous pouvez vous y abonner. Il y a les liens dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com. Sinon, vous pouvez retrouver l'article, hein, c'est sur kameme.com. Mais c'est absolument passionnant et terrifiant à la fois parce que ça donne un exemple du fait que les deepfakes vidéo, les deepfakes audio, en fait, ça peut être problématique, mais c'est pas ça le vrai problème des deepfakes. Le vrai problème des deepfakes, c'est les deepfakes de texte. Si un texte peut être écrit pour ressembler à un texte écrit par un humain, ça veut dire qu'on peut remplir le monde entier, tous les réseaux sociaux de milliers, de dizaines de milliers, de millions de faux utilisateurs qui écrivent comme s'ils étaient vrais et qui vont orienter les discussions sur les réseaux sociaux. On a déjà le problème avec les fermes de trolls et même pas les bots, les fermes. C'est-à-dire que les gens le font à la main. Mais à la main, tu peux avoir tu peux avoir des là, c'est de la milliers ferme de personnes. industrielle, là, quand même. Ouais. Tu peux avoir des milliers de personnes qui le font, peut-être un peu plus. Mais là, littéralement, avec cet algorithme, tu peux avoir des millions, enfin, je sais pas, on peut imaginer des milliards de personnes. C'est juste un petit programme qui fait du texte. Moi, ça me terrifie, en fait. Parce que ça veut dire que, et ça va continuer à s'améliorer, hein, vous savez, dans le deep learning et dans l'intelligence artificielle, les améliorations, c'est genre tous les 6 mois, c'est 2 fois mieux. Là, on repère encore plus ou moins le fait que ça soit un petit peu bizarre comme discours, parce qu'on sent que, attends, mais de quoi il parle ? Je vais peut-être vous en lire un au hasard, hein. La question, je vais le traduire en même temps pendant que je le lis, donc soyez indulgents. La question, quelle est la meilleure partie du fait d'être un adolescent ? La réponse, quand j'étais un adolescent, l'Internet n'avait pas encore été inventé. C'est l'une des raisons pour laquelle être un adolescent était meilleur que ça n'est aujourd'hui. Ma traduction est mauvaise, l'anglais est assez bon. J'étais obligé d'interagir avec des vrais gens. Quand je pense à ma jeunesse, je me souviens de tous les moments où j'ai interagi avec des humains. Je pouvais discuter un petit peu de tout et de rien avec mes amis. Je pouvais jouer dans le parc ou juste rester assis dans le parc pour m'amuser. C'est le genre d'interaction qu'il me manque le plus quand je pense à mon adolescence. Je vais m'arrêter là, mais enfin,
C'est un robot qui a écrit ça automatiquement, instantanément. C'est trop bien écrit. C'est trop bien écrit et ça manque de faute d'orthographe que ce soit. Ça ne trompe personne. Enfin, est-ce que j'ai raison d'être terrifié, Siegfried, ou je sais pas? Oui, mais ça me fait peur aussi, parce que je pense que bientôt on pourra plus rien croire, quoi, que ce soit les vidéos, les photos, les textes. Il va falloir se poser 10 fois la question. Alors nous, on est habitués au truc, on se pose la question. Encore que là, effectivement, on pourra être trompé. Mais par contre, combien de personnes vont tomber dans le panneau en voyant, parce que ça va arriver forcément. Je pense que on est à quoi? On est à de quelques années, peut-être même moins, de se retrouver avec des robots qui vont généraliser ça sur tous les, puis souvent avec des objectifs politiques aussi, ce qui pose d'autant plus de problèmes. C'est surtout à ça que je pense, oui. Bah oui, bien sûr. Ça et les pubs pour agrandir le sexe, évidemment. Évidemment. Mais qui auront évidemment encore plus de vélocité. Voilà. Mais Non, mais le problème avec ce genre de pub, tu le dis en plaisantant, bien sûr, parce que c'est ton fonds de commerce, mais bon, on se comprend, je parle de la guerre du Capitaine, mais imaginez par exemple quelqu'un qui veut lancer une campagne d'influence sur les réseaux sociaux, même plus besoin de trouver des gens pour t'écrire tes trucs. Tu peux envoyer tes 10 000 bots pour écrire « Oh, je viens d'essayer tel truc, c'est trop cool, ça marche super bien ». Et ça peut être créé. Alors ensuite, est-ce que ça va marcher ou pas? Enfin, il y a 1000 applications, quoi. Cédric, pardon, tu voulais reprendre. Non, mais c'est vrai que tout à coup, tu peux pourrir un débat assez rapidement. Mais c'est des choses qui aussi vont être traitées comme le spam l'a été avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais comment peut-on les repérer? C'est ça le problème. Ah, c'est compliqué. Ah bah si, par oui, par de la pattern recognition. Ça, c'est compliqué, hein. Mais ouais, c'est plus compliqué à mon avis. C'est peut-être les choses qui vont précipiter les réseaux sociaux. Enfin, moi je me souviens, à un moment, il y avait un ancien de Facebook, d'ailleurs, je crois, qui avait créé un réseau social qui s'appelait Path. Qui était de dire, on va faire un truc plus privé, plus petit, tu ne pourras avoir que, je sais pas, 250 amis, pas plus, et toutes les choses qui seront partagées uniquement en privé, il y aura pas de public par défaut, il y aura etc. C'est aussi ce qui nous pend au nez à un moment dans l'usage des réseaux sociaux, c'est à revenir à des choses. Tu vois d'ailleurs le succès, je sais pas, ne serait-ce que des boucles WhatsApp. Moi, j'en vois plein. Et idem sur Telegram et ailleurs, on se replie sur des choses qui sont moins des espaces de discussion publique parce que c'est vrai que c'est tellement facile de se retrouver dans un espace qui tout à coup est pourri par 3 trolls que ça n'intéresse plus personne. Peut-être justement le fait d'authentifier les gens de manière individuelle, alors ce qui pose d'autres problèmes pour les questions d'anonymat, mais qui ne résout pas les problèmes parce qu'aujourd'hui les gens sont très identifiés sur Facebook, ça les empêche pas de troller, mais au moins ça pourrait empêcher que ça devienne pire, quoi. Je sais pas. Moi j'ai des vraies inquiétudes sur tu vois par exemple ce qu'on arrive à faire en termes d'images. Tu vois comment s'appelle ce site qui là aussi prend du GPT et te génère des portraits de gens qui n'existent pas. Oui, tout à fait. Doesn't exist.com. Voilà, c'est ça. Quoi, ça en tant que journaliste c'est terrifiant. J'en parlais avec quelqu'un qui est un vrai expert de la chose et qui dit oui, enfin clairement dans 1 an on l'a fait en vidéo. C'est sûr. Voilà, on va te générer tout à coup des vidéos de gens qui vont parler. Parce que là aussi, la synthèse vocale avance à grands pas, c'est absolument dément, et qui vont te dire des trucs que personne n'a jamais dit. Et le problème de ça, c'est que jusque-là, c'était facile de confondre du faux témoignage, mais tout à coup, on va te sortir des témoignages de gens qui n'existent pas. Et je suis sur le site là, en ce moment. This person does not exist. J'ai l'impression qu'il est encore meilleur qu'avant. Moi, je l'ai regardé. Ça s'est largement amélioré. Il y avait des bugs quand tu regardais autour des yeux, autour des oreilles, autour des trucs. Ça s'est quand même très très largement amélioré. Mais c'est invraisemblable. Ça fait peur. Ça a l'air d'être des photos. Et pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est des images générées par des intelligences artificielles, par des algorithmes de deep learning plutôt, pour générer des visages. Et effectivement, on en avait déjà parlé à l'époque, mais on voyait effectivement autour des yeux, il y avait des petits trucs. Maintenant, allez voir sur le site si vous le souhaitez, thispersondoesnotexist.com. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais prendre le portrait, tu pouvais prendre la photo de quelqu'un, tu vois, dans une photo de stock ou autre chose, et faire un faux compte sur un réseau social et lui faire dire n'importe quoi. Mais au moins, la personne en question pouvait à un moment lever la doigt en disant ça, c'est moi, et moi, j'ai jamais dit ça. Là, il y aura plus personne pour lever le doigt.
Parce qu'il n'y a littéralement plus personne. Il n'y a personne dans le... Mais c'est fou, il y a un bandeau dans les cheveux. Il y a c'est effrayant, hein, parce que ça remet en cause plein de choses, quoi. Bon. Et je suis d'ordinaire vraiment le moins catastrophiste des catastrophistes, parce que il faut le réaliser, quand tu parles de technologie et que tu pousses les usages ou les possibilités jusque dans leur dernier retranchement potentiel et que tu parles au futur, tout est possible. Donc c'est facile de se faire peur. Sinon que là, c'est un futur pas lointain, c'est des technologies qui existent déjà, ce sont des usages que beaucoup pourraient être tentés d'avoir. T'imagines, même pour des trucs tout bêtes, tout à coup tu veux du témoignage consommateur sur ton nouveau produit, je t'en fais 15. C'est ça, oui, exactement. Voilà. Ça compensait. Ça a beaucoup d'applications pour la génération de monde virtuel aussi. On pense aux jeux vidéo au sens large, ce genre de choses, même le texte. Mais même pour la publicité, imagine de la publicité en vidéo, tout à coup t'as plus besoin de comédiens, c'est merveilleux. Bon, écoutez, on a d'autres sujets dont on veut parler. Je vais vous laisser choisir parmi tous ces sujets. Facebook qui va désormais bloquer les contenus qui nient l'Holocauste, parce que la pensée de Mark Zuckerberg a évolué sur le sujet. Ça évolue beaucoup, hein, d'ailleurs. Ils ont bloqué Trump. Ouais. Ils ont bloqué Trump aussi. C'est qu'avant, quoi. C'était... Bon, ok, là je vais me faire l'avocat du diable. Bloquer l'Holocauste. Oh là là. Alors, c'était quoi le jingle ? L'avocat du diable. Ok. Bloquer les messages qui nient l'Holocauste et qui diffusent l'antisémitisme. Évidemment, personne ne va te dire qu'il ne faut pas. Le problème, et il se pose déjà, c'est quel contenu est-ce que tu bloques et lesquels tu autorises. Les contenus que tu bloques, ils vont être faciles à détecter. Parce que c'est des trucs complètement outranciers. Et encore, même, il y a des discours qui peuvent être limites, même dans ces catégories. Mais il y a plein de sujets où les gens vont pas être d'accord sur ce qu'il faut bloquer ou pas. Certains vont dire, oui, ça, il faut le bloquer, et de manière raisonnable. Non, ça, il faut pas le bloquer parce que c'est la liberté d'expression, machin, et truc. D'ailleurs, on constate déjà que il a décidé, Zuckerberg lui-même, dans sa tour d'argent et de cristal, de bloquer les contenus qui nient l'Holocauste, mais les autres génocides, comme le génocide arménien ou le génocide rwandais, qui ont eux aussi des problèmes de personnes qui les nient, ils ne sont pas concernés par ce bloc. Alors il faut faire cela aussi, ok, mais il faut, du coup, le problème, c'est que ça transforme Zuckerberg en décideur de censeur autorisé, voilà, en censeur. Et là, pour le coup, ça serait vraiment le cas. Ouais. Tu comprends pourquoi les plateformes détestent ce genre de choses, parce que tout à coup, ça te force à faire des jugements de valeur. Moi, je prenais souvent l'exemple, le seul contre-exemple de ça sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la pornographie infantile. Parce que pour une raison simple, c'est que quand une image te tombe dessus, tu sais ce que c'est immédiatement. Il y a pas de ah mais est-ce que non. Voilà, tu vois. Et en plus, c'est un truc quand même terriblement révulsant pour tout le monde qui fait pas débat. Enfin, ceux qui font débat, ceux pour qui ça ferait débat osent pas prendre la parole, et c'est bien qu'ils se taisent à jamais. Mais alors que là, oui, de fait, ça te met dans une position où à un moment, il y a des choses où on va te dire, mais ça, c'est sur le fil. Est-ce que c'est, tu vois, bon. Et comme on a des débats en presse souvent ici, tu vois, où il y a des gens qui disent non mais attendez, la critique de l'État d'Israël, est-ce que c'est de l'antisémitisme ? Oui parfois, oui mais pas toujours. Est-ce qu'on parle de ça ? Bon, et de fait, tu vas te retrouver dans des positions pas confortables, et les plateformes détestent ça. Pourquoi ? Parce que quand tu as 3 milliards d'utilisateurs, mais quelques dizaines de milliers d'employés, t'as pas le temps à passer. Non mais c'est même plus que ça, c'est que la décision est difficile à prendre. Parfois. Mais bien sûr, oui, tout à fait. Mais tu l'as vu même sur des choses plus visibles, sur le traitement des images sur Facebook. Qu'est-ce qui est du nu artistique et qu'est-ce qui est de l'érotisme ? L'un est autorisé, l'autre est interdit. Bah oui, mais c'est compliqué. T'as l'origine du monde de Courbet et tu dis et là on fait quoi, chef ? Et surtout ça c'est posé. C'est les algos la plupart du temps qui vont gérer le bordel. Donc de toute façon. On va dire il y a des algos qui en tout cas vont élaguer le truc à la hache. Et puis après, il y a quand même des humains qui vont quand même essayer de régler justement les cas litigieux. Et c'est un vrai problème. Et en plus, ça coûte un fric fou à faire et ça ne rapporte rien au réseau. C'est bien le problème, oui, si ce n'est créé. Et on revient à cette question de les réseaux, pas par intention, mais de fait, ils font leur argent sur le fait de nous garder dans un état d'énervement permanent. Et c'est bien le problème.
Bon, écoutez, je me suis pas convaincu moi-même en faisant l'avocat du diable, pas sûr. Je reste sur mon avis que... Non, mais je reste sur mon avis que quand même, il y a des trucs... Oui, on va pas tout réussir, mais il y a quand même des trucs qu'il faut contrôler. Non, mais déjà, c'est déjà une énorme avancée que Zuckerberg ait avancé là-dessus. Mais c'est aussi quand même un fossé qui existe entre notre culture à nous, où nous, on a des lois là-dessus depuis longtemps, donc ça fait plus débat. Loi Guesso, ça date de quoi? Des années 80, je crois, où on t'explique que non, le négationnisme n'est pas une opinion, c'est un crime. Alors que les États-Unis, depuis le début, et même depuis les débuts d'Internet, ont aussi une philosophie qui est celle de la liberté d'expression. Et comme tu le disais tout à l'heure, en disant finalement, les débats qui se passent à l'air libre permettent à tout le monde de faire le tri du bon grain et de l'ivraie. Sinon, ça a quand même permis aux États-Unis aussi, tu vois, d'héberger les plus grands négationnistes, etc. Donc c'est un vrai, mais c'est que eux, c'est First Amendment, liberté d'expression absolue, et après on discute. Ouais. Chez nous, on a quand même mis de côté ces problèmes-là. C'est sûr. Le truc, ça pourrait poser débat aussi sur le premier amendement parce que ça concerne la censure par l'État, pas par les sociétés privées. C'est un élément qui est souvent oublié par les gens qui défendent leurs opinions nauséabondes en disant premier amendement. Remarque intéressante dans la chatroom, Chrome nous dit que en Suisse, le déni de l'Holocauste est un crime. C'est le cas en France aussi, mais pas les autres génocides. Et effectivement, je crois qu'en France, il n'est pas un crime enfin, l'incitation à la haine en est un, mais spécifiquement de nier l'Holocauste en est un, mais je ne pense pas que le fait de nier le génocide rwandais en soit un, par exemple. Peut-être que je me trompe, mais du coup, ça rentre un petit peu sur la ligne de Facebook. Lycos pose également une autre question qu'il faudrait un épisode entier pour couvrir. Il dit, si Facebook fait un tri éditorial, pourquoi il ne serait pas tenu à respecter les mêmes règles que TF1 et être responsable de ce qu'il publie? Et c'est tout le problème. Parce que la masse de données qui est gérable, qui est ingérable en fait. Exactement. Oui, mais ça, c'est toujours le même truc sur la responsabilité éditoriale des plateformes, et c'est aussi pour ça qu'elles détestent mettre le doigt dans ce genre de choses, parce que tout à coup on leur dit regardez, vous arrivez bien à le faire pour ça, et pourquoi on le ferait pas pour ça et pour ça, exactement. Et d'ailleurs pour ça et pour ce type de délit, ce type d'encouragement, pays par pays, selon le machin, avec comme comme un dénominateur la législation la plus exactement, et là tu rentres dans une espèce d'océan de complexité, encore une fois sur des questions qui sont pas le cœur de leur business, parce que je rappelle que je doute qu'il y ait beaucoup d'annonceurs sur Facebook qui disent je voudrais absolument que mes pubs apparaissent au milieu des débats sur l'Holocauste, s'il vous plaît. Tu vois, pour plein de raisons. Et d'ailleurs, si cela existe, c'est pas forcément, j'imagine, les plus désirables des annonceurs. Donc c'est-à-dire que c'est un truc qui ne te rappelle, en gros, ça ne te ramène que des emmerdes. Donc on comprend qu'ils aient pas envie de mettre le doigt dedans, et parce qu'ils ne peuvent pas avoir la responsabilité. On a eu ce débat-là sur plein de choses sur YouTube, par exemple, en disant quand on met un clip sur YouTube, il faut que YouTube arrive à savoir si c'est du piratage ou pas. Mais YouTube en est parfaitement incapable. Enfin, à part pour des trucs qui sont évidents, tu vois ce que je veux dire. Si je upload La Reine des Neiges sur mon compte YouTube, YouTube va peut-être me dire chérie, ça va pas être possible. Mais si je upload, je sais pas, un extrait de machin en disant moi j'ai travaillé sur l'animation de trucs, est-ce que c'est de la citation? Tu rentres dans des questions sans fin. Et d'ailleurs, ils ont pris le parti du copyright, et généralement ils font un strike. Enfin non, c'est pas vrai. Ils laissent la main, ils le signalent aux ayants droit et ils leur laissent la main pour faire ça. Bon bref, ils leur ont donné des possibilités de filtrage, etc., qui sont hyper puissantes, et voilà, mais aussi pour leur en laisser la responsabilité. En disant voilà, ce que vous gérez, ce sera coupé. Enfin voilà, donc on est d'accord sur le fait que ce sont des discussions extrêmement compliquées. Je vais juste lire un dernier commentaire, celui d'Obiseb, qui dit « Je ne me suis pas convaincu moi-même, ça ferait un bon titre de livre de philo. » Je vais penser. Vous avez 3 heures. Bon, écoutez, on a encore quelques sujets qu'on pourrait aborder. Je vais les lire rapidement et puis passer au dernier sujet, parce que c'est celui qui va intéresser le plus notre ami Siegfried, j'en suis sûr. Si vous voulez commenter sur ces nombreux sujets, vous pourrez le faire. Vous pouvez m'interrompre si vous le souhaitez. D'une part, Disney a annoncé qu'ils allaient se concentrer très sérieusement sur le streaming plutôt que le cinéma, et ils ont une réorganisation complète de leur organisation interne. Pour ce but, c'est une accélération de ce qui se passait déjà, mais c'est intéressant de voir les effets de la pandémie qui accélèrent toutes ces choses. 7 banques centrales, y compris la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne et japonaise et d'autres, ont détaillé
comment une monnaie numérique pourrait fonctionner, les grands principes de ce qu'elle devrait faire ou ne pas faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Il n'y a pas de mention de crypto-monnaie ou pas de Bitcoin, mais de... Oh, j'ai un... Quoi de Ledger. Blockchain. De blockchain. Ah, de Ledger. De blockchain. Non, de blockchain. Il n'y a pas de mention de blockchain, mais... Moi, j'ai fait le sujet hier sur le projet de la BCE. C'est quand même assez largement avancé. Ils sont en train d'envisager des options, mais ils le font avec la prudence d'une banque centrale. C'est en train de dire, mais quand même, le but, c'est pas que ça vide les comptes bancaires de tout le monde. Donc, il faudrait mettre des limites au nombre d'euros numériques, de digital euros que tu pourrais avoir. Donc, en fait, il faudrait pas que tu sois anonyme. Donc bon, c'est un peu... En gros, c'est pas décentralisé, quoi. Ils partent pas dans un truc décentralisé, contrairement aux crypto-monnaies actuelles. Pourquoi pas, mais avec quand même des limites et qui sont celles de la prudence, mais avec quand même un truc, c'est que si tu es une banque centrale, c'est génial de faire de la monnaie numérique parce que tout à coup, s'il faut que tu distribues de la monnaie, que tu injectes de l'argent dans l'économie, tu peux le faire extrêmement facilement. C'est plus facile que d'imprimer des billets. C'est pas faux. Ça certainement, d'ailleurs, c'est le sens du progrès. Ça te permet de réguler ta base monétaire de manière extrêmement flexible, rapide, souple, etc., etc. Non, ça c'est pas mal. C'est pour ça que Christine Lagarde est sur le coup. Et puis aussi parce que elle voit ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire que à force de prendre le temps, Libra va arriver. Les Chinois, ça y est, ils ont une crypto-monnaie souveraine avec laquelle ils commencent à payer des fonctionnaires dans certaines villes, argent que ces gens-là peuvent utiliser au quotidien pour plein de services, parce que la Chine est déjà quand même en train de passer complètement à l'ère de l'après-cash. Et qu'est-ce qu'empêcherait les Chinois de dire, bah regardez, on va vous faire un truc au cours de l'euro, utilisez-le entre vous, c'est vachement bien. Oui, donc, je crois qu'il est bon qu'on s'y prépare, on va dire. Ouais, c'est une question de souveraineté aussi par rapport à ce qui pourrait arriver. Exactement. C'est sûr qu'une monnaie numérique peut déborder des frontières plus facilement, et peut-être même que ça. On sait que la Chine a beaucoup d'influence en Afrique, et on sait que l'Afrique a commencé avec la pandémie à utiliser beaucoup de crypto-monnaies qui sont d'ailleurs assez instables et qui peuvent poser des problèmes pour pallier aux faiblesses de leur monnaie interne. On peut tout à fait imaginer que la Chine arrive. Tu parlais du plateau d'argent tout à l'heure. Ils leur disent pourquoi pas, vous pourriez utiliser ça si vous voulez. Ce qui est amusant, c'est que la Chine le fait aussi en réaction au succès, qui est au-delà du succès, de WeChat, enfin WePay et Alipay chez eux, qui sont quand même les deux trucs qui font que tu n'as pas besoin de cash quand tu es en Chine et que ça devient même un problème. C'est-à-dire que je raconte cette histoire, mais elle n'est pas si vieille. Décembre dernier, j'étais à Shenzhen. C'était bien la dernière opportunité d'aller en Chine. et j'ai quand même eu un souci, c'est que je n'arrivais pas à m'inscrire sur Alipay, qui est l'application de paiement, parce qu'en gros, il faut avoir une carte d'une banque chinoise. Ils disent ouais, mais ta Visa, ça va marcher. Non, ça marche pas. Et je me suis retrouvé dans le flagship store de Huawei à vouloir acheter pas un smartphone, mais des trucs dont je vous parlerai un jour. Et là, quand même, je vous promets, la vendeuse qui est arrivée avec son petit terminal de paiement à la main et qui m'a vu sortir une carte de crédit, elle m'a regardé comme si j'étais un canard qui tenait une fourchette. Tu vois ce que je veux dire, genre on m'en a parlé. Bon, et alors elle a essayé, elle n'arrivait pas à prendre mon paiement. Mais t'imagines? C'est-à-dire qu'en gros, non, pourquoi ça marche pas avec votre téléphone? Parce que j'arrive pas à... bon, mais... Alors, elle mettait la carte dedans, mais ça voulait pas. Heureusement, j'étais accompagné par des gens de Huawei qu'on dit quand même c'est un problème qu'on n'arrive pas à prendre l'argent des étrangers qui veulent faire du shopping. Enfin voilà, c'est-à-dire que pour dire à quel point ils sont déjà passés à la suite, donc pour eux... Oui, est-ce que c'est important que la monnaie numérique soit souveraine ou pas? Non, si ça marche, ça marche. Tu fais ce qui fonctionne. Et donc voilà, on a tout intérêt de fait à s'intéresser à ces questions-là et en plus à trouver des moyens de mettre le pied à l'étrier à tout le monde sans en passer forcément par alors Ethereum, je vais t'expliquer les smart contracts de la blockchain. Non, regarde, tu as un euro numérique, c'est le même que tu as dans ton portefeuille. Exactement. Ouais, oui, ça je comprends. Et c'est l'un des principes qu'ils énoncent dans les 7 grands principes, je crois, et les fonctionnalités de base qui seraient nécessaires à une monnaie numérique. Slack a annoncé qu'ils allaient implémenter des stories dans Slack. Alors Slack, c'est un outil de travail, les stories, ok. Et il y a aussi des fonctions push to talk. C'est surtout sur les stories que ça m'a
marqué. Et j'ai eu cette réaction un petit peu bête qu'on a parfois en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, des stories dans Slack, mais enfin... Et puis quand j'ai lu l'article, non mais c'est plus que juste OK Boomer, c'est que en fait on reparle du problème dont on parlait tout à l'heure. J'ai lu le titre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et puis quand tu lis l'article, en fait, tu comprends, Slack essaye de pallier à un problème très réel, qui est que depuis qu'il y a la pandémie, les gens passent leur temps dans des meetings. Tout le temps. Parce que dès que tu as un truc à dire à quelqu'un, tu bloques un meeting et tu parles pendant 4 heures. Et ils se disent que les stories, ça pourrait être un moyen de faire passer une information. Donc, tu arrives au bureau, enfin, tu te lèves le matin, tu regardes les stories de tout le monde et tu as quelques informations générales que tu n'as pas eu besoin d'avoir dans un meeting. Je prends cet exemple, mais il y a peut-être d'autres utilisations. Je trouve ça pas bête, en fait. Peut-être que ça marchera pas, mais c'est une initiative qui, en tout cas, essaye de régler un problème qui est réel. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai beaucoup aimé voir dans Microsoft Teams, tu vois, qui est le Slack de Microsoft, on va se dire les choses clairement, ce qu'ils ont rajouté récemment en disant finalement les gens se plaignent, ils font du télétravail à 100% souvent, et du coup, ils n'ont plus l'espèce de zone tampon entre le bureau et la maison qui était le trajet de l'un à l'autre. Donc, ils sont en train, ou je ne sais si c'est déjà fait dans Teams, par exemple, un petit système de méditation pour te donner 10 minutes, si tu vois ce que je veux dire, de transition pour passer de l'un à l'autre et pas être en fait, importer immédiatement le stress de l'un dans l'autre, ce qui est intéressant. C'est un virtual commute, quoi. C'est ça, exactement. L'idée, je crois même d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, une sorte de virtual commute. Je trouve passionnant tout ce qu'on est en train d'essayer d'inventer pour raccrocher les wagons au train de la révolution du travail que la pandémie a accéléré, mais alors comme 10 ans de loi de Moore, tu vois ce que je veux dire. On est d'accord. Dernier sujet avant le fameux, Jean Castex a annoncé qu'une nouvelle version de Covid serait disponible le 22 octobre, ce qui fait lever des sourcils. Une nouvelle version de Covid ? Pardon, excuse-moi. Covid, il y a des nouvelles versions tous les 2 mois. Une nouvelle version de Stop Covid, l'application de traçage française. Évidemment, la grande question, c'est est-ce qu'on va passer d'un système propriétaire centralisé au système qu'utilise l'ensemble des autres pays du monde, qui est le système développé par Apple et Google. Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément beaucoup plus efficace, mais c'est la question qui peut se poser. A priori, non, c'est pas le cas parce que ça engagerait des développements plus importants que ça. Quelle sera cette nouvelle version ? C'est une mise à jour dans laquelle l'application ne sera plus juste une application de contact tracing, mais deviendra une application utile sur le Covid plus au quotidien, avec par exemple des messages d'information. Enfin, tu vois, ça deviendra ton petit portail Covid personnel. Le bulletin météo de la maladie. Voilà, qui va te donner les stats, les machins, les précautions, etc., les mesures localisées, j'imagine aussi, et qui accessoirement fera du contact tracing. C'est pas bête. Ce qui est pas bête. C'est peut-être le truc qu'on aurait dû faire au début. Mais on aurait aussi perdu moins de temps à apprendre Google, Apple et à faire une application qui marche quand on passe une frontière. Ah, ça. Mais bon. Ah, bah voilà. Et pour pour notre dernier sujet, donc, celui qu'on a teasé tout du long, Siegfried, est-ce que tu veux en parler ou je fais un résumé rapide ? Oh bah écoute, je peux en parler rapidement. Non mais juste, c'est à son compte. Je ne sais pas quand il retourne. Je vous écoute. Écartez les enfants. Hein, c'est un sujet qui est un petit peu. On va parler de sex toys. Donc ne restez pas là si vous avez des enfants. Vas-y. Mais c'était même pas dans le sommaire. On peut résumer, si, c'était en bas. On peut résumer ça d'une façon relativement simple. C'est un bulletin d'information sanitaire. C'est ne mettez pas votre pénis dans des objets connectés. Comme ça semble assez évident. Bien sûr. Ça ne l'était pas. Oui, parce qu'effectivement, donc l'histoire, c'est que donc il y a je savais même pas que ça existait. C'est un sextoy qui en fait va bloquer le pénis de l'utilisateur. Alors ils appellent ça comment le Chastity sextoys. C'est ça. Donc voilà. Les sextoys de chasteté. Voilà, donc c'est un peu comme la ceinture de chasteté au Moyen-Âge, quoi, sauf que c'est pour le pénis. Alors j'imagine que ça rentre ça existait aussi, le jeu mutuellement, voilà, où tu bloques et tu débloques à distance le sextoy en question de ton partenaire. Chacun fait ce qui lui plaît, tout va bien jusque-là. Ouais. A priori, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a eu une histoire de hack, si j'ai bien lu le truc, non ? C'est ça. Il a été voilà. Enfin, de hack potentiel, un problème de sécurité. Voilà. Mais vas-y, continue. Oui. Voilà.
Et le second problème, c'est qu'a priori, ça marche très mal. Donc du coup, il y a des mecs qui se sont retrouvés avec le truc en question, avec le police bloqué pendant 3 jours. Est-ce que ça voulait pas se débloquer? Les appels au support. Voilà, oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais le SAV doit être fantastique. J'espère qu'ils ont un SAV audio. En gros, faut regarder sur Twitter déjà. En gros, c'est un objet connecté que tu peux pas ouvrir sans la connexion, sans que on t'envoie le signal de l'ouvrir. Voilà. Et donc, si t'es plus connecté, s'il y a le serveur qui marche plus, tu peux plus l'ouvrir. Et donc, évidemment, c'est un. Alors, je vous avoue que c'est plus pour la blague. On l'aurait sans doute traité, même si Siegfried n'avait pas été là. Mais c'est plus pour la blague parce que je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont utiliser ce genre de choses. Ça me paraît quand même être la pire idée de la Terre. Si apparemment, ça existe pour nous. Hein. Ouais, si ça existe, mais bien sûr. Forcément des gens qui veulent l'utiliser. J'imagine qu'il peut y avoir ce genre de. J'imagine qu'il y a ce genre de sextoy, mais en version dumb, tu vois, pas connecté. Le fait de le connecter, je sais pas. Ou peut-être, comme tu le disais, Siegfried, le fait d'avoir ton partenaire qui va te le débloquer par moment ou pas, ça peut être. Voilà. C'est ça, c'est le jeu de truc à mon avis. Mais moi, ce qui m'a surpris honnêtement, c'est qu'il n'y ait pas de sécurité physique qui te permette de débloquer le truc a priori. Quoi. Oui, voilà. Un déblocage d'urgence, oui. Une clé. Enfin, je veux dire, pas la peine d'aller chercher très loin. Une clé. Moi, ça me rappelle l'histoire que j'ai vue récemment d'un garçon qui, sur un modèle très récent de Ferrari, a voulu faire une mise à jour du firmware. Et en fait, il la faisait apparemment au moyen d'une. Alors, ça ne peut se faire qu'en Wi-Fi. Mais il avait un petit dongle Wi-Fi sur lui. Et donc, il a commencé la mise à jour en disant voilà, downloading, uploading, machin, très bien. Et puis, à ce moment-là, il est rentré dans son parking. Et il a perdu la connexion 4G qui alimentait la connexion Wi-Fi. D'un coup, il n'avait plus. Et ben, il a briqué sa Ferrari. C'est moche. Mais là aussi, et là c'est un problème de software. Je pense que les ingénieurs avaient juste pas envisagé cette possibilité-là, alors qu'il y a plein d'autres voitures qui se mettent à jour et s'il y a plus de connexion, on arrête et puis on reprend un autre jour. Enfin, etc. Mais là, voilà, au milieu de son upgrade, plus Ferrari. C'est un peu le même problème. Un petit peu. Donc ne mettez pas de ceinture de chasteté virtuelle si elle est alimentée par un Wi-Fi dans un. Ne prenez pas l'ascenseur. Connecté, oui, ne prenez pas l'ascenseur avec le. Voilà. Chérie, je rentre dans un tunnel. Évitez de mettre vos organes génitaux dans toutes sortes d'objets connectés. Bon, écoutez, c'est un excellent conseil qu'on donne à tous ceux qui nous écoutent. C'est juste un cadenas, ça coûte 3 € chez Leroy Merlin, voilà, et c'est plus pratique. Oui, je sais pas comment ça. Merci docteur. Oui. De rien. C'était mon conseil gratuit du jour. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux de nous avoir prêté votre expertise pour ce long épisode du Rendez-vous Tech. On se croirait à la bonne vieille époque de quand on le faisait une fois toutes les 2 semaines. Avant de se quitter, j'aimerais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver, à commencer par Cédric. @Cédric sur Twitter, toutes mes œuvres sur lci.fr. Et alors, j'ai une grande nouvelle. Mais est-ce que c'est un truc que je vais pouvoir mettre dans mes oreilles? Oui, je lance un podcast. Bien. Et c'est pas ce qu'on aurait pu croire. Ok. C'est sur les sextoys connectés. Pas du tout. Pas du tout. Et je suis embêté parce que en fait il est en boîte, mais il faut que je le monte et que je le publie et tout ça. Donc je suis vraiment nul en marketing parce que j'aurais dû profiter du tremplin du Rendez-vous Tech pour le lancer. Et en fait, non, pas du tout. C'est voilà, suivez-moi sur @Cédric, vous verrez, c'est bientôt. Tu gardes le teasing total là. Ça va être chouette et c'est un truc relativement simple. C'est vraiment un petit hobby du dimanche. C'est un truc que je voulais faire d'ailleurs depuis, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Dans début d'année, j'ai dit allez, c'est bon, là, je me lance, je fais ça un dimanche. Je fais ça avec un ami qui était pas podcasteur jusque-là d'ailleurs. Et après, il y a eu le confinement, le machin, et là, on a dit à un moment, faut y aller. Et c'est maintenant, vous verrez. Bon, ça @Cédric sur Twitter, on aura toutes les informations. Siegfried, dis-nous tout. Oui, écoutez, comme d'habitude, vous me retrouvez sur Captain Web sur Twitter et sinon sur l'apéro du Captain sur toutes les applications de podcast. Quand on peut enregistrer, ce qui en ce moment est pas souvent parce que voilà. Parce que vous le faites pas vraiment à distance en fait. Ah non, nous on fait. On a essayé de le faire à distance pendant le confinement, ça s'est mal passé, donc c'est pas trop notre truc. Donc non, on le fait en direct. C'est beaucoup trop cher en alcool, on peut pas partager. Voilà, exactement. Non, mais le problème c'est que on est 4 et donc sur les 4 là, toutes les semaines il y en a un de nous qui a contact. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'arriver à. Voilà, mais on va y arriver. Donc ce sera pas cette semaine. A priori la semaine prochaine, on fait un live. Voilà, on espère en tout cas.
Très bien. Donc, Captain Web sur Twitter. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Vous avez aussi notepatrick.com. Vous avez tous les liens vers tout ce que je fais, y compris cette chaîne Twitch sur laquelle je diffuse les émissions en live quand on enregistre, c'est twitch.tv/notepatrick. Vous avez également la chaîne YouTube où je fais des vidéos de jeux vidéo, youtube.com/notepatrick. Il y a également le Discord où on discute de plein de trucs. Le Discord, c'est un petit peu la famille. Il y a une partie publique sur laquelle tout le monde peut aller, en plus de la partie privée qui est réservée à certains auditeurs qui soutiennent l'émission au niveau 2 du Patreon. Et puis, il y a bien sûr le Patreon, justement. Vous pouvez y accéder très facilement également sur notepatrick.com ou alors patreon.com/rdvtech. Si vous souhaitez contribuer à l'émission, je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil, juste pour voir de quoi il s'agit, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pourrez voir un petit peu les récompenses qui sont offertes. Et enfin, il y a la newsletter, mais il y a tellement de choses, c'est totalement fou, tellement de choses qu'on fait. Et tout est simplement accessible sur notepatrick.com, y compris la newsletter. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On va, pour les patriotes, vous aurez l'after show qui va continuer juste après. Et puis, pour les autres, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre épisode bien sympathique. Ciao à tous. Qu'est-ce qu'un métier important ? Un métier essentiel ? Avant, ça paraissait facile de répondre à ce genre de questions. Mais ces derniers mois, on a vu des métiers prendre une importance que l'on ne soupçonnait pas. Des métiers essentiels à la vie et au bien-être de chacun. Indispensables à l'ensemble de la collectivité. Des métiers qu'il faut savoir protéger, comme tout ce qui est précieux. On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après ? Découvrez toutes les solutions Randstad sur randstad.fr. Randstad. Human Forward. L'humain pour aller plus loin.